Je vais demander à notre équipe de cinéma si elle est prête. Oui. Pour le tournage. J'ai bien peur que les images soient un peu floues, mais Franchement. pour Mélusine après tout. Voilà, donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Madame Myriam White-Le Goff. Elle est médiéviste, elle est étudiante littéraire, mais elle va certainement mieux vous expliquer que moi exactement pourquoi elle est là ce soir et quels sont tous ses titres. Voilà, bonne séance. Merci. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être là pour vous parler de Mélusine, parce que Mélusine, c'est un des personnages qui m'est le plus cher dans la littérature médiévale. Et c'est un de mes objets privilégiés de recherche. Alors, pourquoi je suis là? C'est compliqué, parce que j'ai des petites filles et parce que j'ai beaucoup aimé les histoires. Et que j'ai beaucoup aimé les histoires qui mélangeaient le réel et des choses qu'on dira irréelles, mystérieuses, imaginaires. En tout cas, qui dépassaient le cadre, on va dire, simplement réaliste de l'existence. Qui m'a conduit petit à petit à faire des études de littérature et à me spécialiser dans la littérature médiévale. J'ai soutenu une thèse qui travaillait sur une légende, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est la légende du purgatoire de Saint-Patrick, qui était une légende dont on entend parler, peut-être ceux qui ont voyagé un petit peu en Irlande, où elle est encore un petit peu vivace, qui avait en fait une très large diffusion au Moyen-Âge. Beaucoup de manuscrits la rapportaient entre le XIIe et le XVe siècle, mais il faut bien dire que pour nous maintenant, c'est un petit peu anecdotique, c'est un petit peu le propre de beaucoup de sujets de thèse, d'aller travailler sur des sujets qui intéressent 3 personnes sur Terre. Et puis, en poursuivant mes travaux, je me suis intéressée notamment à la fée Mélusine, à la suite de ma directrice de thèse, qui était Laurence Arf, qui avait vraiment défriché ce large champ sur la littérature féerique et en particulier sur Mélusine. Alors, ça m'a donné l'occasion d'écrire un livre qui s'intitule Envoûtante Mélusine, qui est publié chez Clixic et qui date de 2008. Voilà. Donc je poursuis sur les figures féeriques, actuellement sur Viviane en particulier, sur Morgane un petit peu, parce qu'il y a eu beaucoup de choses déjà décrites sur Morgane, et puis je travaille de façon plus large sur le merveilleux, sur toutes ses implications. Un des axes principaux dans les derniers mois, dernières années, c'était les rapports entre le merveilleux, qu'on va un petit peu aborder aujourd'hui sous sa face féerique, et la spiritualité au sens large, c'est-à-dire pas seulement la religion, mais comment on faisait coexister tout ça en fait à cette période aussi très marquée, notamment par le christianisme, et de façon parfois très dogmatique. On va dire que la féerie soit extrêmement dogmatique. Donc comment on articule les choses. Actuellement, je suis maître de conférence à l'université d'Artois, à Arras, où j'enseigne donc la littérature et la langue médiévale à des étudiants principalement en lettres, mais aussi un petit peu en art du spectacle, avec un cours d'histoire du théâtre médiéval, et puis toutes sortes d'étudiants qui s'intéressent au Moyen-Âge et à son imaginaire surtout. Donc aujourd'hui, je vous parle de Mélusine. J'imagine que c'est un nom que vous connaissez son histoire, mais juste pour qu'on soit tous d'accord à propos de quoi on parle, je vais faire un petit résumé, une petite synthèse de cette histoire. Alors l'histoire de Mélusine commence, à vrai dire, dès son enfance, et c'est là que se noue en fait le problème pour elle. Mélusine est la fille d'une fée, déjà, une femme surnaturelle. Vous verrez que je vais interchanger fée, femme, suivant les cas. C'est pas un hasard, c'est pas confortable. J'essaierai d'en parler un petit peu plus tard, pourquoi je change, pourquoi je mêle les deux. En tout cas, fille de la fée Présine et d'un veuf nommé Élinas. Ce veuf a déjà un fils d'un précédent mariage, fils qui s'appelle Matacas, et qui est un petit peu jaloux de la nouvelle union de son père et du bonheur qu'il vit avec sa nouvelle épouse. Présine tombe enceinte, et comme dans toutes ces histoires d'union entre un être surnaturel et un mortel, il y a toujours un interdit, toujours un tabou.
ça se passe bien, c'est merveilleux, c'est parfait, à condition de respecter un interdit. L'interdit, en l'occurrence ici, il paraît facile à respecter, c'est ne pas avoir Présine en couche. Donc, elle met au monde les 3 petites filles, elle est triplée, ce qui est déjà un peu louche au Moyen-Âge, on se méfie un petit peu de ça, mais enfin, admettons. Et puis, Matacas, mal intentionné, profite de la joie de cette naissance pour aller auprès de son père et lui dire « Mais tu sais, là, tu as des petites filles magnifiques, va donc les voir !» Et Linas ne pense plus à l'interdit, se précipite, voit les tout magnifiques enfants, mais le pacte est rompu et son épouse le quitte pour se rendre de nouveau dans l'autre monde, et précisément dans son cas en Avalon, où on nous dit qu'elle élève ses 3 filles en Avalon. Alors des fois, c'est assez amusant, on nous dit qu'elle regarde au loin comment vivent leurs pères, etc. Et puis quand elles grandissent, elle pose des questions à leur mère, qui leur raconte sa triste histoire, et qui leur dit qu'elle aime toujours cet homme qui pourtant l'a trahi. Mélusine, nous dit-on, est l'aînée des triplés, et c'est elle qui donne l'idée de punir ce père. Et quand on est fait, on punit son père, toujours d'une façon un petit peu étonnante, elle décide d'enfermer le père dans une montagne, où il finira par mourir. Et loin d'être touchée par cette compassion de ses filles à son égard, Présine se met extrêmement en colère et châtie ses 3 enfants. Mélusine, celle qui va nous intéresser le plus ici, aura le châtiment le pire, puisqu'on considère qu'en tant qu'aînée, elle a une plus forte responsabilité et qu'elle va être condamnée à errer à travers le monde sous un aspect tantôt de femme humaine extrêmement belle, tantôt de demi-serpente, tous les samedis. Le bas de son corps se transformera en un corps de serpent, nous dit-on, jusqu'à ce qu'elle trouve un humain qui veuille bien l'épouser et accepter sa condition. Quand je dis accepter sa condition, il faut nuancer un petit peu. Il ne s'agit pas tellement de l'accepter dans un premier temps, il s'agit de nouveau, on retrouve toujours le même schéma, d'accepter un tabou, d'accepter de ne pas voir ce qu'elle fait le samedi. Et puis petit à petit, on verra dans l'histoire que ça sera aussi accepter son apparence et accepter son état métamorphique. Voilà pour Mélusine. Elle erre à travers le monde dans ces conditions. Pour les 2 autres sœurs, s'appellent Mélior et Palestine. Mélior, elle, sera enfermée dans le château de l'Épervier, avec aussi une malédiction. Il faut qu'un homme vienne et veille pendant 3 jours et 3 nuits l'Épervier sans s'endormir pour sauver Mélior de ce château. Et Palestine, elle va aussi être enfermée dans le mont Canoubu avec un trésor qui est destiné à servir, comme le nom Palestine l'indique, pour les croisades notamment. Et on nous indique que ça sera certainement un descendant de ses ancêtres qui viendra la délivrer. On en reparlera un petit peu par la suite. Mais Mélior et Palestine, dans la grande tradition mélusinienne, elles ont un rôle très secondaire. On développe très peu ce qui va leur arriver. On se concentre sur Mélusine, dont on verra qu'elle a donné son nom en fait à cette histoire. Alors, qu'en est-il de l'époux, Raymondin? En fait, celui-là, son histoire n'est pas complètement simple non plus, puisqu'on nous dit que son père, Hervie de Léon, a déjà vécu une aventure avec une femme, semble-t-il, assez surnaturelle. À la suite d'un accident, il y avait un complot contre lui parce qu'il était favorisé, et donc il a malencontreusement tué pour se défendre quelqu'un, ce qui a fait qu'il a dû s'exiler, qu'il a craint une mort sociale parce qu'il était criminel, et il a été sauvé par une femme féerique qui lui a assuré prospérité, bonheur, richesse, place sociale. Et puis cette femme, elle disparaît, on ne sait pas trop bien pourquoi. Et Raymondin, au moment où il rencontre Mélusine, ne sait pas cette histoire-là, ne connaît pas cette histoire de son père. C'est Mélusine qui va la lui apprendre. Parce que Mélusine, comme chacun sait, pour une fée c'est normal, elle connaît le passé, elle connaît l'avenir, elle connaît énormément de choses, parce qu'elle est atemporelle, justement, ça sera un des enjeux. Et donc elle va relier les différents fragments de l'histoire de ce personnage de Raymondin, y compris des fragments qu'il ignore lui-même.
Mais ça ne suffit pas à expliquer la rencontre. En fait, qu'est-ce qui se passe? Raymondin, comme beaucoup de jeunes nobles de son époque, est élevé par son oncle. Un oncle qui l'aime énormément, avec lequel un jour il part chasser. Ils se lancent tous les deux à la poursuite d'un grand sanglier, nous dit-on, et puis ils sont surpris par la nuit, ils campent, le sanglier charge, Raymondin veut sauver son oncle de la bête, mais pas de chance, la lance ricoche et vient frapper l'oncle en pleine poitrine, il meurt. Donc Raymondin se dit, comment je vais rentrer maintenant à la maison et dire que j'ai causé la mort de mon oncle? Comme le père, je vais être accusé d'un homicide, mon avenir est complètement compromis, il part, l'âme en peine, à cheval, on le dit comme très souvent ces héros médiévaux, il est à cheval, il ne sait pas où il va, c'est son cheval qui le guide, et d'un coup on l'appelle dans la forêt. Raymondin, Raymondin. Et donc là, c'est justement cette fée Mélusine qui s'adresse à lui. Dans un premier temps, il ne fait pas du tout attention, et elle l'interpelle en lui disant tout de suite, je sais ton crime, je sais où tu vas, je sais ton tourment, où tu ne vas pas d'ailleurs, je sais ton tourment, je sais comment le régler. Il s'arrête, et au premier abord, il est ébloui par l'extrême beauté de la jeune femme, qui lui indiquera qu'elle voudrait bien l'épouser, une entrée en matière assez rapide, et qu'elle lui donnera en outre la solution pour se sauver socialement, pour sauver son avenir dans cette société. Il suffit de rentrer à la maison et puis de dire que c'est le sanglier qui a embroché l'oncle, et puis tout le monde le croira, tout ira bien. C'est ce que fait Raymondin, il rentre, et on croit à la théorie de l'accident, ce qui est effectivement un accident, mais enfin il omet de dire que ce n'est pas le sanglier directement qui a blessé l'oncle, mais l'arme qui a ricoché. Tout se passe bien. Et Raymondin en profite pour annoncer qu'il va se marier et que tout le monde est invité, effectivement, aux noces. Le problème de cela, c'est qu'il va falloir au jeune couple un territoire. Et donc Mélusine conseille à Raymondin de retourner vers les héritiers de son oncle et de solliciter, en mémoire de l'affection qui unissait les deux hommes, un territoire, autant de territoires que peut en circonscrire une peau de cerf. Ce qui ne représente pas grand-chose. C'est extrêmement humble comme demande, et donc, en souvenir de l'affection qui unissait les deux hommes, bien sûr qu'on accepte qu'on donne à Raymondin, bonsoir, le territoire qu'il demande. C'était compté sans la ruse de Mélusine, puisque là on reprend un motif mythique qu'on trouve déjà avec Didon par exemple, et avec d'autres héros de folklore. Elle va s'emprunter de faire réduire la peau de cerf en une fine lanière. Et puis bon, ça c'est la version réaliste, rationnelle de la chose, mais même réduite en une fine lanière, je ne sais pas, je ne connais pas cette technique subtile, on arrive quand même à circonscrire un territoire absolument énorme, dont on nous dit qu'il a pour centre la source, ce qu'on appelle souvent au Moyen-Âge la fontaine, où les amants se sont rencontrés la première fois. Puisque comme très souvent, les fées se rencontrent majoritairement en forêt, si possible près de points d'eau, de fontaines, parce qu'on y reviendra, sans doute sont-elles des héritières de divinités de la nature. Donc on en est là, tout se passe bien, finalement, pour le couple, puisque les voilà unis. Voilà un large territoire, ils sont à la tête d'un large territoire, et puis Mélusine profite de ce moment-là donc pour indiquer à son époux qu'il a aussi un territoire en Bretagne qui a été volé à son père par des traîtres et qui pourrait s'empresser d'aller reconquérir. Raymondin part pour reconquérir ce territoire. Pendant ce temps-là, elle construit des châteaux, des palais, toutes sortes d'édifices. Elle déboise, elle défriche, d'où le titre d'un article fameux d'Emmanuel Leroy Ladurie et de Jacques Le Goff sur Mélusine maternelle et défricheuse. Il est un petit peu ancien cet article, mais il est fondamental, et où on essaie d'expliquer, de présenter Mélusine comme la fée de l'essor économique de cette période du Moyen-Âge, qui va avec le développement de l'urbanisation, en quelque sorte.
En cela, Mélusine se rattache aux héros folkloriques des géants, par exemple, qui sont réputés pouvoir construire des édifices énormes en quelques jours, puisque quand son époux revient, au bout de quelques jours, quelques semaines, en tout cas une durée minime, toutes sortes d'édifices sont construits. Et ça va placer le couple donc à la tête d'un puissant domaine. On nous dit aussi, puisque la fertilité elle a différents aspects dans ce monde médiéval, que dès la noce, le couple a conçu le premier descendant, le fils aîné, qui sera l'aîné de 10, puisque Mélusine va donner 10 fils à son époux. Donc tout se passe bien, le couple est parfaitement béni. C'est anecdotique, mais c'est important, puisque dans ces histoires d'union entre un être surnaturel et un être humain, très souvent, il y a stérilité. Parce que ça se rapproche plutôt des amours luxurieuses, des amours adultères, des légendes d'union entre un humain et un succube. C'est pas très bien vu. Là, pas du tout. Le couple est béni en quelque sorte. D'ailleurs, ils sont explicitement bénis par l'Église dans les textes médiévaux. Et ils ont une descendance, qui plus est une descendance mâle. Donc, tout va absolument bien. Mais justement, comme ça va trop bien, il y a des jaloux. Un frère, nous dit-on, ou un cousin de Raymondin, ça dépend des versions, qui se rend dans un des palais où se trouve le couple et qui dit à Raymondin, tu sais, tu as bien de la chance, son épouse est formidable, mais comment se fait-il qu'elle ne veuille pas que tu saches où elle est le samedi? Parce que c'est quand même bizarre, si elle n'avait rien à se reprocher, elle permettrait de la voir. Et puis il attise la jalousie, le soupçon chez Raymondin qui jusque-là, d'après les textes, ne s'était posé aucune question, avait parfaitement accepté ce tabou, cette interdiction de voir son épouse le samedi. Il finit par la chercher, par la trouver, elle est dans une salle du palais où elle se baigne. Il perce la porte, je vais vous montrer une image. Là c'est la première rencontre, j'y reviendrai tout à l'heure. Et voilà, il perce la porte de l'endroit où elle se baigne, il la voit, il voit sa nature métamorphique et le bas de son corps complètement monstrueux. Et contrairement à ce qu'écrivent beaucoup des gens qui font des réécritures de Mélusine, et notamment des réécritures pour enfants, ce qui nous peine beaucoup parfois, souvent on trouve qu'il s'écrit quelle horreur, c'est atroce, c'est repoussant, c'est un monstre, et pas du tout. En fait, dans les textes médiévaux, pas du tout. Dans un premier temps, il est consterné. Il se repent extrêmement profondément d'avoir transgressé le tabou, et il sait la règle, il sait que si c'est transgressé, la femme féerique disparaît pour toujours. Ce qu'on nous dit, c'est qu'à ce moment-là, Mélusine l'a très bien vu. Raymondin s'enfuit dans sa chambre, il se couche, elle le rejoint, ils se taisent. Et c'est un motif, alors là, pour le coup, moi qui suis littéraire, c'est la place du silence dans la littérature. Ils ne disent rien, ils n'en parlent pas. C'est justement, sans doute pour ça, que leur union peut durer encore un petit moment. Chacun sait que le tabou a été transgressé, mais comme personne ne dit rien, ça passe encore. Et là, c'est un peu différent, puisqu'on a d'autres récits d'union entre un être humain et un être surnaturel. En général, dès que le tabou est rompu, ça y est, séparation. On l'a vu avec Présine, avec la mère. Là, non. Ils restent unis, ils font face ensemble, et Raymondin en veut terriblement à son frère ou cousin, suivant les versions, en disant « Mais tu m'as fait soupçonner la femme la plus extraordinaire, la plus pure, la plus saine ou sainte, même, il dit pas sainte, bien sûr, mais la plus parfaite qui soit. » Et il couvre entièrement cette histoire de monstruosité, il n'en est plus question. Jusqu'au jour où le 6e fils du couple, Geoffroy la Grande Dent, on reviendra après sur son nom, c'est pas un hasard s'il s'appelle comme ça, tous les fils sont un petit peu guerriers, sont même très guerriers, partent en croisade, sont des chevaliers hors pair, ils sont parfaits à tout d'abord. Et Geoffroy est particulièrement grand, particulièrement vigoureux, valeureux, un petit peu colérique, on va voir. Et il se fâche parce qu'il apprend que son petit frère, Fromond,
a décidé, au lieu de devenir un chevalier, au lieu de partir en croisade, d'entrer en religion, de se faire moine. Et ça, il ne l'accepte absolument pas, parce qu'il pense, nous dit-on, qu'en fait, les moines ont séduit son petit frère, que ce sont des pervers, et qu'il ferait bien mieux d'être soldat comme les autres, d'être un guerrier et de s'illustrer par la croisade. Comme il est un peu colérique, il se rend à l'abbaye, il brûle l'abbaye, le frère dedans, tous les moines. C'est rapporté aux parents, qui sont d'abord à Raymondin, qui en proie à un désarroi total, il a perdu son fils, qui plus est, il a perdu son fils parce que son autre fils l'a tué, dans un geste extrêmement cruel et violent. Et là, il dit publiquement, mais ce n'est pas étonnant avec une mère monstrueuse comme ça, que j'ai des descendants de la sorte. Alors là, par contre, on ne peut plus rien faire. Le pacte est rompu définitivement. Et c'est le moment où on a la deuxième métamorphose, publique cette fois-ci. Mélusine, nous dit-on, monte sur l'appui de fenêtre et s'envole sous la forme d'une dragonne, cette fois-ci. Serpente, dragonne, c'est un petit peu synonyme au Moyen-Âge, surtout dans les textes latins, un drapeau et une serpente pouvaient être employés l'un pour l'autre. Alors moi je plaide pour une différenciation dans les romans de Mélusine parce que justement on nous dit bien qu'à ce moment-là elle s'envole. Quand elle est au bain, c'est pas exactement la même chose, elle ressemble plus à une espèce de poisson sirène. En tout cas elle disparaît, elle a fait quelques recommandations avant de partir et elle quitte définitivement le monde des humains. Alors ces images que je vous montre, c'est les images qui sont du premier imprimé en fait de la légende de Mélusine. Puis vous en avez un autre ici où on voit les deux métamorphoses, l'une à côté de l'autre. Vous voyez, vous avez mis on a les ailes aussi dans la version. Alors, comment cette histoire nous a-t-elle été transmise? Il y a deux grands auteurs qui racontent cette histoire de Mélusine. Le premier, c'est Jean d'Arras. Le second, Foudrette. Je crois que je vous ai noté. Mais cette histoire, le motif mythique, on pourrait dire, de l'union entre un être humain et un être surnaturel, c'est un motif de conte qu'on trouve depuis des époques bien plus anciennes que cela, et notamment, on pense, en Moyen-Orient et en Inde, en premier. Alors, on dit ça, c'est une précision très, très anecdotique, au sens où ceux qui étudient les contes, ceux qui étudient le folklore, ont souvent l'impression que beaucoup des motifs de contes sont originaires au départ de ce bassin géographique et notamment de l'Inde. Donc ça ne donne pas beaucoup de précision, même si on retrouve ce type de motif dans la littérature indienne qui va suivre. Peut-être que c'est là la base. Mais on n'appelle pas ces êtres-là Mélusine, on en